Je confirme ce qu'ont dit les précédents orateurs. Je vois 2 grands spots, quelques ballons blancs, et je vous devine. Cher Régis, Madame la secrétaire générale, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les présidents, directeurs, chers amis, agriculteurs. Mes premiers mots seront merci et bravo. Merci à Régis Chopin et à son conseil d'administration de m'avoir invité pour cette Assemblée générale et pour fêter avec vous cet anniversaire tant attendu. Je vais finir par connaître le chemin de l'heure pour ces Assemblées générales, mais aussi pour ces séances de travail intermédiaires. J'avais eu plaisir à travailler avec votre conseil d'administration. Merci donc aussi pour le plaisir que j'ai eu de découvrir des talents cachés, mais que vous, peut-être, vous connaissiez, avec vos secrétaires généraux. Bravo pour le travail considérable qui est réalisé dans votre département. Les nombreuses photos illustrant le rapport d'activité montrent que l'année a été dense et que vous avez été présent sur l'ensemble des dossiers, que ce soit les dossiers économiques, les dossiers environnementaux, les dossiers administratifs, le sujet du financement, le plan d'aide et l'ensemble des dossiers qui font l'actualité, le quotidien d'un syndicat responsable. Vous montrez ainsi qu'il y a dans votre FDSEA à la fois des gens éminents sur les dossiers, en capacité de porter les revendications et les aspirations des agriculteurs, mais qu'il y a aussi de vrais talents. Et je veux zoomer sur ce point-là. Certains esprits chagrins pourraient dire, chanter un jour d'Assemblée générale en pleine crise, c'est gonflé. Eh bien oui, c'est gonflé. Mais ça montre aussi une facette de la personnalité des responsables professionnels que nous sommes, qui refusons d'avoir une vision sacerdotale de l'engagement professionnel. Ce n'est pas un sacrifice. Oui, c'est un engagement plaisir que de représenter ses pairs, de mettre beaucoup d'énergie au travail au quotidien et lors de l'Assemblée générale, qui est le moment de faire à la fois le bilan tous ensemble, mais aussi de se projeter, être capable, parce que l'on a bien travaillé ensemble, parce qu'on se fait confiance, de se livrer à quelques fantaisies de ce type-là. Et quand en plus, les personnes qui le font avec cœur et autant de talent, avec un vrai tact pour choisir les mots, vous l'avez remarqué, eh bien c'est moi qui vous applaudis et qui vous dis chapeau bas. C'est aussi une façon de communiquer et de faire passer les messages. L'humour est parfois un très bon vecteur et je vais vous faire une confidence. Je préfère aller parfois dans un canton le soir tard avec des gens qui savent parler ainsi avec humour que des grognous permanents qui passent leur temps à harceler leurs responsables professionnels, harceler par le verbe, on s'entend, alors qu'ils savent qu'on a à cœur de faire le mieux possible. Je dis aussi bravo au président des jeunes agriculteurs qui a exprimé avec conviction, tonus, éloquence et humour et un peu d'impertinence. Je retrouve là une génération de responsables JA que j'ai connue dans ce département. Et je dis aussi aux jeunes agriculteurs qu'ils ont une chance inouïe, la chance d'avoir auprès de l'opinion une cote de popularité inégalée, la chance aussi de pouvoir passer des messages que nous, aînés, nous ne pouvons pas forcément passer ou d'engager des actions que nous ne pouvons pas engager. Et dans le syndicalisme agricole, nous faisons historiquement confiance aux jeunes pour justement conduire des opérations originales et des opérations coup de cœur vis-à-vis de l'opinion. Donc, bravo pour ta façon de le dire. Régis a souhaité que l'on puisse zoomer un petit peu sur la partie communication, tant cette année syndicale a été chargée, mais tant l'année médiatique a aussi été chargée pour notre secteur. On a tous à l'esprit des émissions, des campagnes d'affichage, des films, des vidéos qui nous ont interpellés, qui nous ont marqués, qui nous ont blessés. Certaines agricultrices me disent « J'interdis à mon mari de regarder ces émissions tard le soir, sinon il ne dort pas, il se lève 3-4 fois par nuit. » Oui, c'est vrai que certaines images aujourd'hui projetées à propos d'agriculture nous blessent et nous font mal. Et nous devons donc les regarder avec le vrai regard qui convient lorsqu'on est responsable professionnel. S'insurger, oui, entre nous, mais préparer juste après la riposte et la bonne stratégie. Communiquer a été longtemps considéré dans le syndicalisme agricole comme une mission secondaire. Je dirais presque aussi parfois qu'on confiait ça aux agricultrices parce qu'elles avaient un savoir-faire et parce que ce n'était pas prioritaire. Pardonnez-moi, mais je sais qu'en plus que les agriculteurs le font très très bien ici dans ce département autour d'Agnès Mar depuis pas mal d'années. Communiquer aujourd'hui, expliquer notre métier tel qu'il est et non tel que certains le décrivent, c'est aussi préparer notre avenir et c'est défendre notre avenir. C'est une question d'avenir, c'est aussi tout simplement la possibilité de continuer à exercer notre métier en ayant accès
à des moyens de production nouveaux et innovants, à l'innovation dans chacun des domaines. Parce que si des messages caricaturaux continuaient à se développer, comme c'est le cas trop souvent, eh bien, ça touche le décideur politique qui se trouve enfermé ensuite dans une décision sous pression de lobbies verts qui le poussent à décider en dépit du bon sens, seul en France, en différence vis-à-vis des autres pays européens, créant ainsi des distorsions. Et je peux citer quelques exemples. Quand les sénateurs qui ont débattu la semaine dernière en plénière, alors si vous l'avez regardé comme moi, il n'était que 15 en séance, mais tous ont reçu des lettres adressées à monsieur ou madame le sénatueur, je dis bien le sénatueur, parce qu'ils allaient débattre du fameux sujet des néonicotinoïdes, ces produits utilisés pour traiter nos semences et dont certains pensent qu'ils sont les seuls responsables de la mortalité des abeilles. Les cultivateurs de betteraves, franchement, quand on connaît le sujet, quand on sait qu'on enrobe la graine et que ça ne donne pas ensuite de fleurs, les abeilles ne viennent pas butiner les betteraves, on peut s'interroger sur une espèce de bruit de fond qui s'est installé, anti-phyto, anti-pesticides, sans même regarder avec discernement sur quelles plantes ils sont utilisés et à quelle finalité ils sont utilisés. C'est vrai aussi ce matin sur le glyphosate, depuis pas mal de temps maintenant, Madame Ségolène Royal ayant été elle-même retirer les produits symboliquement chez un distributeur de produits phytosanitaires destinés au grand public. Et ce matin sur BFM, Madame Marisol Touraine expliquant que même si la France était seule, elle le ferait. Et quand on sait comment les autres pays européens ont fixé pour l'agriculture un cap stratégique de développement économique ambitieux avec une vraie stratégie, on peut s'interroger en tant qu'agriculteur sur une distorsion de traitement au sein du même espace européen. Ce n'est pas la vision que nous avions de l'Europe. Peut-être cela contribue-t-il aussi à développer un sentiment d'incompréhension et un sentiment anti-européen chez un certain nombre d'entre nous. Mais si nous voulons garder la confiance de l'opinion et aussi la reconnaissance, parce que nous avons besoin de cette reconnaissance de la société, de nos voisins, des élus et des décideurs, eh bien, il faut que nous soyons en capacité d'aller vers les médias qui façonnent l'opinion, c'est indéniable, et qui ont fait passer un certain nombre de messages erronés ou caricaturaux. Tout ceci génère beaucoup de pression, tout ceci génère aussi du découragement parfois, mais nous le savons tous, on ne vit pas toute sa vie mal aimé et nous avons donc besoin de reprendre l'initiative. Quand la crise touche au plus profond de nos convictions, crise morale, crise d'image, crise de valeur, crise de reconnaissance, à cause de tout cela, on a tendance à devenir crispé, défensif, on est dans la réaction et on perd l'initiative. Et c'est là qu'on est moins bon. Alors, pour reprendre l'initiative, il faut probablement se rassurer entre nous, se former et se dire aussi que les meilleurs ambassadeurs de l'agriculture sont les agriculteurs. Quand un agriculteur parle dans une assemblée, quelle qu'elle soit, il est écouté parce qu'il est un professionnel, il est un expert de son sujet. Il sait ce qu'il dit parce qu'il le pratique. Et d'ailleurs, dans les médias, dans certains débats difficiles, les conseillers en communication nous disent toujours, s'ils veulent te piéger, parle de ce que tu fais, parle de ce que tu connais, comment tu élèves tes animaux, pourquoi tu as choisi tel bâtiment, telle alimentation, pourquoi tu choisis telle intervention. Parler de ce que l'on sait, de ce que l'on fait, ne pas être dans l'approximation, mais dans le descriptif de notre quotidien. Alors, parce que peut-être nous avons longtemps pensé que pour vivre heureux, il fallait vivre caché, nous avons du retard dans ce domaine. Nous avons accumulé du retard et nous devons aujourd'hui redevenir connectés à nos voisins, à la société, au monde. Mais tout ne se passe pas à Paris. Beaucoup de choses se passent aussi dans notre voisinage proche. Quand on voit aujourd'hui le difficile sujet des produits phytosanitaires et la protection des zones sensibles et des populations sensibles pour lesquelles il faudrait respecter des distances d'épandage vis-à-vis de certains établissements, on voit aujourd'hui des voisins venir lorsque des agriculteurs arrivent avec leur pulvérisateur en disant « Non, tu ne traites pas là, j'habite à côté ». Quand les produits ont été homologués pour traiter à telle distance, quand nos pulvets sont équipés aujourd'hui de bus antidérive, quand l'agriculteur a la conscience d'aller traiter au bon moment pour ne pas perturber ni les voisins ni les abeilles, de quel droit certains nouveaux sachants viendraient s'imposer pour nous dire ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire? Alors oui, nous sommes attendus. Nous sommes attendus sur ces problématiques et nous devons, nous aussi, être irréprochables. Sachons dire aussi que parfois, certains d'entre nous n'ont pas été sans reproche, parce que ça pressait le samedi matin
on demande à son fils lycéen d'aller épandre des lisiers. Parce que le temps s'y prête aujourd'hui, on traite ces cultures le vendredi après-midi. Voilà des choses que nous faisions et sur lesquelles il faut peut-être réfléchir autrement aujourd'hui, tant ces sujets sont devenus sensibles. Je mesure la complexité que cela représente parfois, mais j'en parle aussi en connaissance de cause, étant moi-même producteur de porc, de lisier, de maïs et d'autres cultures, dans une petite commune de 700 habitants où il y a plus de néo-ruraux que d'agriculteurs, puisque nous sommes très agriculteurs. Être attendu, c'est aussi riche. Il y a certaines professions dont on n'attend pas grand-chose, reconnaissons-le. Qu'attendez-vous, qu'attendons-nous des dockers, des chauffeurs de taxi, sauf qu'ils vous transportent d'un point A à un point B, de façon régulière en n'étant pas trop souvent en grève. Nous sommes, nous, attendus, par contre, en tant qu'agriculteurs, sur de multiples missions. On l'a un peu dit tout à l'heure autour de la table, nous sommes attendus sur l'enjeu alimentaire, encore, et il faut le rappeler, en quantité, en qualité, en diversité et en irréprochabilité sanitaire. 9 milliards d'individus qui aspireront à manger mieux et différemment, et nous avons, nous, des potentialités qui doivent nous permettre d'espérer satisfaire une partie de cette demande, et nous pourrons le faire. Nous sommes attendus sur l'enjeu climatique. L'agriculture a été reconnue lors de la COP21 comme un des secteurs clés parce que nous avons fait un lobbying intelligent et actif. Un an avant, à l'initiative de la FNSEA, a été organisé un grand colloque juste avant le Salon de l'agriculture où nous avons invité des ministres étrangers qui sont venus dire leur vision de l'agriculture vis-à-vis du climat, des scientifiques, des climatologues, des agriculteurs qui sont venus expliquer comment nous savons capter le carbone, produire de l'énergie, éolienne, photovoltaïque, méthanisation, parce que l'agriculture a ces potentialités-là, parce que nous savons aussi avoir une contribution via les biocarburants dans le bouquet énergétique sur lequel aujourd'hui il y a des engagements internationaux sur une partie d'énergie renouvelable. Nous sommes prêts parce que nous avons anticipé, nous avons écouté aussi dans la COP21 pour dire qu'à égalité d'enjeux avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y avait aussi la sécurité alimentaire. Ça peut vous paraître évident, ça ne l'était pas un an avant la COP21 où le matraquage gaz à effet de serre l'emportait sur l'enjeu alimentaire. Mais dans la COP21 aussi, il a été dit que c'était les pays les plus pauvres qui étaient les plus en risque et en danger. Quand le niveau de la mer s'élève d'1 ou 2 cm, ça ne produit pas le même effet quand on est à Cherbourg, à Paris, ou quand on est au Vietnam, aux Philippines, où toutes ces îles sont entourées de mer et où les terres les plus fertiles sont en bordure de mer. Donc l'enjeu alimentaire par rapport à l'enjeu climatique, il était essentiel de l'ajouter. Nous sommes aussi attendus sur l'aspect environnemental. Et aujourd'hui, nous osons dire que nous sommes des producteurs d'environnement. Nous sommes des producteurs de pouvoir épurateurs des sols. Nous sommes des producteurs de bandes enherbées qui filtrent à la fois les nitrates et les phytos. Nous sommes des producteurs de biodiversité, de refuges pour les oiseaux, la faune, la flore et différentes espèces. Et si nous faisons ça en aménité positive, en conséquence de notre acte de production, nous devons aujourd'hui affirmer davantage que nous avons une responsabilité écologique. L'agriculture occupe 53% de l'espace français, 53%. Avec la forêt, c'est 87%. Alors oui, revendiquons cette responsabilité écologique, quand aujourd'hui, c'est sur cet espace-là, et Maximin l'a dit tout à l'heure, que nous sommes capables de produire aussi des services environnementaux. Jusqu'à maintenant, nous avons rasé gratis. Mais nous nous sommes réveillés lorsque, par exemple, sur la ligne TGV Normandie, on est venu nous trouver, nous, responsables agricoles, en nous disant, on est venu vous trouver et vous nous avez sensibilisés, en disant, il faut faire de la compensation écologique. Il faut donc compenser tout ce qui est détruit par les ouvrages en matière de biodiversité, les arbres, les oiseaux, les nichoirs, les hannetons, la faune, la flore infra et intra, et reconstruire ailleurs tout ceci. Où? Je vous le donne en mille, bien sûr sur des terres agricoles, en imposant des cahiers des charges qui permettront de restaurer cette biodiversité détruite par d'autres acteurs. Cela s'est fait parfois volontairement, souvent de façon un petit peu poussée, mais nous avons subi. Et là, nous nous sommes dit, puisque la biodiversité a cette valeur, eh bien, monnayons la production et la reconstruction de biodiversité par des prestations de services environnementaux où nous sommes rétribués pour refaire cette biodiversité. Ça a été le cas avec des contrats de compensation écologique. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, Xavier Belin et Guy Vasseur ont signé à la PCA une convention avec SNCF Réseau, justement pour que, sur ce sujet de la compensation écologique, chaque fois qu'une ligne
de chemin de fer passera, ce soit les chambres d'agriculture, les FDSEA qui soient les interlocuteurs, et non plus seulement, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, France Nature Environnement, première association environnementale de France, qui a signé avec SNCF Réseau une convention il y a 5 ans pour déployer la compensation écologique. Bureau d'études, indemnisation, plus de compensation écologique. Une zone humide, au lieu de la reconstruire à l'identique, c'est x10 en termes de surface, parfois x20, sans savoir vraiment pourquoi. Et bien désormais, nous allons être à l'intérieur de ces débats-là. Et nous allons nous dire comment nous allons rationnellement, pratiquement, scientifiquement, reconstruire cette biodiversité qui a de la valeur. Et puisqu'elle a de la valeur, elle mérite indemnité. Oui, la biodiversité est un bien public, personne ne le nie. Mais puisque c'est un bien public dont bénéficie tout un chacun, sans payer la place de parking quand ils viennent à la campagne, eh bien payons les acteurs et les producteurs de la biodiversité. Voilà comment on a retourné le sujet. Alors nous sommes aussi attendus sur l'enjeu territorial. Et là aussi, Maximin l'a montré, les réalisations évoquées à Paris ne prennent corps que lorsqu'il y a des acteurs volontaires, engagés, courageux parfois, pour aller porter au-devant des agriculteurs ces projets territoriaux. Que lorsqu'il y a des chambres d'agriculture qui sont capables aussi d'ouvrir aux chambres interconsulaires, aux chambres des métiers, aux chambres d'artisanat, aux chambres de l'industrie, pour porter des projets communs, comme c'est de plus en plus le cas. Et notamment sur le sujet de l'énergie, on voit aujourd'hui des projets de méthanisation qui sont localisés à côté des villes, à côté des piscines, à côté des lycées. Ça, c'est classique et c'était plutôt avec des collectivités. Mais de plus en plus aussi à côté d'industriels, voire de boulangers ou d'autres industries qui ont besoin d'énergie et qui se tournent vers les agriculteurs pour localiser ici le projet de méthanisation. Ce sont des démarches qui n'existaient pas auparavant, mais qui seront de plus en plus portées et qui voient le jour. Alors, oui, par tous ces exemples, j'illustre, et il faut le revendiquer, que nous assumons notre responsabilité écologique et que nous sommes, en la matière, des agriculteurs décomplexés lorsqu'on nous dit qu'il faut aussi être des écologues et assumer cet aspect-là. Nous avons le savoir-faire, mais peut-être nous avons besoin aussi d'être plus bavards sur ces sujets et d'être plus en pointe pour ne pas le faire en s'excusant, mais le revendiquer. Et puis, l'agriculture, c'est aussi un sujet qui joue un rôle économique capital dans notre pays. À un moment où le chômage atteint des sommets jamais égalés, les secteurs agricoles dans leur ensemble représentent 14% des emplois français, deuxième secteur d'emploi, deuxième secteur exportateur après l'aéronautique, avec plus de 10 milliards d'euros dans la balance commerciale, et on a eu fait mieux. On régresse aujourd'hui et on s'en désole. Voilà pourquoi à la FNSEA, nous disons que nous voulons redevenir leader en matière agricole, mais d'autres pays nous ont passé devant parce qu'ils ont eu un meilleur accompagnement politique par certaines politiques publiques. Donc, parce que nous sommes un secteur de solutions, nous devons être plus offensifs dans tous ces domaines. Par contre, nous avons aujourd'hui affaire à des associations environnementales qui ont su, en embauchant des personnes extrêmement compétentes, des scientifiques, des fils d'agriculteurs rompus à nos discours, ingénieurs agro, différentes qualifications, évoquer ces sujets aussi bien que nous, voire mieux que nous. Et là, nous avons probablement à rattraper une pente un peu raide vis-à-vis des diseux, nous qui sommes les faiseux. Quand on le fait et qu'on le met en œuvre, on doit normalement être en capacité d'aller plus souvent le porter. Et ces associations environnementales n'ont pas toutes le même registre d'activité. Pour certaines d'entre elles, nous arrivons à travailler, à les rencontrer et à co-construire. C'est le cas, par exemple, de la Ligue de protection des oiseaux. C'est moins facile avec d'autres organisations. C'est le cas dans le domaine des associations de protection des animaux avec CIWS. C'est moins le cas et ce n'est pas du tout le cas avec L214 qui aujourd'hui joue la terreur en envahissant les abattoirs et aussi nos élevages quelquefois en entrant par acte malveillant pour filmer et pour laisser penser que dans les abattoirs et dans les élevages, nous cultivons la souffrance animale et qu'il se fait n'importe quoi. Mais face au tsunami dont nous sommes victimes en ce moment sur ces sujets, et j'ai passé 4 heures ce matin avec un think tank agricole, proche agricole, pour justement réfléchir sur la riposte qu'on peut organiser par rapport à ce tsunami anti-production animale, nous avons besoin probablement aussi de reconnaître que l'opinion a changé dans le regard qu'elle porte sur nos métiers. Et quand parfois certains disent « on nous a demandé de produire, on produit », ça c'était en 1960. Dès les années 80, l'agriculture a été appelée pour d'autres problématiques.
Et parfois, d'ailleurs, nous avons été soutenus pour certaines de ces problématiques. Le maintien de l'agriculture en zone de montagne a été accompagné. Le maintien de zones humides a été accompagné. Mais aujourd'hui, sachons dire que nous sommes capables d'appréhender ces besoins. Si la société attend un certain nombre de sujets et de dossiers, nous sommes capables de les produire si le contrat est clair et s'il y a une rétribution pour le faire. Ce n'est pas demander l'aumône, c'est dire ces missions ont une valeur, nous sommes là pour les faire, nous savons les faire. Et en même temps, c'est aussi reconnaître que les produits alimentaires qui sont la base de notre revenu ont un prix et que tout le low cost, les produits low cost et l'alimentation low cost qui est importée génère du chômage et de la fermeture d'exploitations agricoles. C'est un tout. Ce n'est pas d'un côté une défense des prix et de l'autre côté une défense des autres missions. C'est l'ensemble des missions parce qu'elles sont aussi concentrées sur une même exploitation. Et fort de cette parole-là, nous serons en capacité d'aborder les choses de façon différente. Alors cette responsabilité écologique, et nous voulons avoir voix au chapitre pour le dire, parce que ça se traduit aussi par des nouvelles législations et des nouvelles réglementations. Parfois, quand on peste contre les administrations départementales, on doit penser qu'à l'origine, ce sont des députés et des sénateurs qui écrivent et qui votent les lois, comme ils le font la semaine dernière au Sénat. Et quel lobbying a-t-il fallu faire auprès de parlementaires et de sénateurs notamment, dont on sait qu'ils ont une fibre agricole, tous ne l'ont pas, pour amener de la raison dans le débat sur les produits phytosanitaires, pour amener de la raison sur un nouveau zonage environnemental qu'ils voulaient constituer, pour amener de la raison aussi pour dire qu'il ne doit pas y avoir de servitude environnementale, c'est-à-dire d'obligation de faire sans rétribution, comme l'Assemblée nationale l'avait introduit dans le texte de loi sur la biodiversité. C'est à la source qu'il faut agir et ce que nous avons fait. Les FDSEA l'ont compris, les JA aussi. Nous avons sensibilisé les parlementaires dans un travail de lobbying actif, au moins aussi actif que celui des ONG environnementales. Elles n'ont pas de reproches à nous faire, on les a regardées faire et on sait comment elles font. Nous avons aussi de plus en plus à aller sur le terrain juridique pour faire des recours vis-à-vis à certains zonages, comme ça a été fait, et nous gagnons dans un certain nombre de cas, parce que c'est de cette façon-là que nous arriverons aussi à montrer aux agriculteurs que tout ne se passera pas comme ça, sans que les responsables professionnels s'impliquent et aient des résultats. Mais nous pouvons aussi parler du carbone capté autant que des émissions des vaches, qui sont souvent incriminées. Nous pouvons donc parler du pouvoir épurateur des sols, des filtres, autant que des impacts de nos intrants et de nos phytos. Nous pouvons aussi parler du rôle essentiel des herbivores pour le maintien de la biodiversité par les prairies, qui sont le must en termes de biodiversité, mais sans animaux, pas de prairies. Ça nous paraît évident, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et d'ailleurs, les prairies captent plus de 50% du carbone émis par les vaches, donc c'est un tout et c'est une chaîne vertueuse qu'il faut arriver à redire. Nous pouvons aussi parler plus de bioressources et de chimie verte ou de perspectives larges avec des potentiels encore inexplorés, comme cela a été dit, plutôt que de parler d'impact des nitrates, des open fields et d'un certain nombre de pratiques que l'on nous reproche. Alors, oui, c'est vrai qu'il nous en coûte parfois d'aller au-devant. Je vois même des agriculteurs qui hésitent aujourd'hui à recevoir des médias ou à recevoir des journalistes chez eux, tant ils ont peur que le petit truc qui cloche l'emporte sur la réalité bien construite de l'exploitation. Mais parce que plus que jamais, les meilleurs ambassadeurs de l'agriculture sont les agriculteurs, nous avons mis en place une plateforme de communication récemment qui s'appelle AgriDemain. Alors, hashtag AgriDemain, #AgriDemain, puisqu'on va beaucoup communiquer comme eux sur les réseaux sociaux et qui fédère aujourd'hui 15 organisations, de l'amont, de l'aval, des productions végétales, des productions animales, pour communiquer sur ce qu'est réellement l'agriculture. Être des paysans décomplexés, aller devant tous les micros, aller dans les studios, aller dans les conseils municipaux, aller chez les rotariens, expliquer ce qu'est l'agriculture. Tout ne se fera pas à Paris. Et il y a aussi dans notre propre voisinage, quand on voit les débats parfois en conseil municipal, quand les agriculteurs ne sont pas nombreux et qu'un projet de porcherie, de bâtiment à Torillon ou de poulailler arrive, on assiste à des débats incroyables à propos d'agriculture. Récemment, dans le conseil municipal de ma commune, c'est pas moi qui suis conseillère, c'est mon mari, un projet de poulailler industriel, disent-ils, des œufs cage. Mais ce n'est pas les œufs que je veux voir. Oui, mais ce sont les œufs qu'ils mangent pour l'instant. 70% des œufs consommés en France sont des œufs cage. Mais comme moi, vous avez suivi l'actualité, et la filière œufs est un petit peu en ébullition en ce moment, parce que quand Monoprix décide plus d'œufs cage dès maintenant, quand Michel et Augustin emboîtent le pas parce qu'ils ont eu une pression terrible des ONG pour dire d'ici 6 mois, nous n'avons plus d'œufs cage,
quand McDonald's décide, la semaine dernière, à grand renfort de communication, plus d'œufs provenant de poules en cage et à terme que des œufs français, sur les œufs dans l'alimentation des restaurants français, eh bien, on peut s'interroger effectivement sur la rapidité avec laquelle on va être capable, dans nos filières, de répondre à ces demandes-là. Donc, plutôt que d'arriver à des périodes de blocage et de crise comme cela, il faut être en capacité d'engager un dialogue pour montrer aussi que sur la taille des cages des poules, il a été fait des choses. Mais répondant récemment à une demande de rencontre de la chargée du programme agricole d'un grand parti politique français, dont la dominante de la couleur est le bleu, pas Marine, l'autre, j'ai été étonnée de voir que la préoccupation de cette jeune femme, la préoccupation majeure était, à propos d'agriculture et de ces sujets de société concernant l'agriculture, il n'y a pas assez de loups en France et les cages des poules sont trop petites. Eh bien, pour les loups, merci, c'est plus de 8000 brebis tuées, c'est plus de 30 millions d'euros chaque année pour indemniser. Et pour les bâtiments des poules en cage, voilà nos agriculteurs qui ont investi il y a 2-3 ans dans des bâtiments qu'ils vont mettre 15 ans à amortir, avec l'espoir d'équilibrer leurs comptes. Changer les règles aujourd'hui serait suicidaire. Mais expliquer ceci à des élus en période électorale, quand ils ont les oreilles très déployées et qu'ils sont très bavards pour satisfaire beaucoup de monde, c'est compliqué. Toutefois, c'est votre rôle aussi d'aller voir les députés et les sénateurs de la même couleur, voir les conseillers territoriaux dans votre circonscription, pour que l'on puisse ramener un petit peu de pragmatisme sur tous ces sujets. Alors, avec une vraie difficulté malgré tout, c'est que Régis a très bien décrit le comportement d'un certain nombre de médias qui préfèrent l'agriculteur original au fin fond du Doubs, comme ils ont écrit récemment, plutôt que le responsable professionnel institutionnel en costume gris dans son bureau parisien devant les murs jaunis, je cite, parce que ça m'a marqué, donc adieu les costumes gris et attention aux murs jaunis, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin d'agriculteurs qui, dans leurs exploitations, accueillent, et je peux vous dire que les exploitations sont les meilleurs studios télé que l'on peut trouver quand on arrive à avoir un vrai dialogue avec un certain nombre de journalistes, et il y en a. Alors c'est à nous aujourd'hui d'étonner, d'interpeller, de surprendre en montrant la modernité de notre métier, un petit peu à l'image de ce qu'a fait le jeune agriculteur tout à l'heure. Nous avons cette capacité à dire que nous assumons d'être des producteurs de porc, de maïs, de lisier, parce que nous raisonnons les choses dans une chaîne vertueuse et parce que nous sommes aussi scientifiques que les autres pour appréhender les impacts de nos productions agricoles. C'est ainsi qu'il faut le dire. C'est fini pour vivre heureux, vivons cachés. Plus que jamais, parce qu'il y a une incidence sur les politiques publiques, c'est cette approche-là que nous devons développer. Et quand même, quand on voit que sur le manger français et l'achat français aujourd'hui, nous avons réussi à garder une cote de popularité de l'opinion publique à 84% des Français qui ont soutenu nos mouvements, malgré le fumier, la terre, etc., qui ont soutenu notre mouvement et qui se sont étonnés de voir que nous n'avions pas de prix rémunérateur pour nos produits et qu'un producteur de lait, de porc, de volaille, etc., pouvait tout à fait faire son travail le matin, tout au long d'une journée 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans tirer de revenus de son activité. Les consommateurs ont découvert l'injustice du prix payé producteur en raison de la guerre fratricide que se livrent 4 grands distributeurs français aujourd'hui. Ils continuent à nous soutenir. Nous devons surfer intelligemment sur cette cote de popularité sans la décevoir, mais en poussant les collectivités à l'achat français parce que ce sont nos débouchés mieux valorisés que des importations low cost, comme par exemple 87% des poulets consommés dans la RHD, restauration hors domicile, qui sont aujourd'hui des poulets importés et qui ne correspondent pas aux standards sanitaires et de bien-être animal que nous avons en France. Et d'ailleurs, si nous avons aujourd'hui une écoute plus attentive de la part des parlementaires sur le sujet des marges que nous n'avons pas et que d'autres confisquent, sur le nécessaire partage de la valeur ajoutée, c'est parce que nos actions ont été aussi pédagogiques pour expliquer la faiblesse de nos revenus, la faiblesse de nos marges. Quand la FNSEA, les JA et l'ensemble des organisations ont revendiqué d'avoir un observatoire des coûts et des marges que préside aujourd'hui Philippe Chalmin, c'était justement pour faire la transparence sur ce que nous disions, mais sur quoi personne ne nous croyait. Et quand encore cette année, dans la publication qui date d'1 mois et demi, Philippe Chalmin a communiqué en disant « Malgré l'effondrement des cours agricoles, moins 2,4% des prix payés producteurs, ça se discute, mais plus 0,5% des prix payés consommateurs, on voit bien là qu'il y a une anomalie flagrante et un problème à résoudre.
Longtemps, les négociations ont été construites à l'envers, selon nous. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous voulons retourner la table des négociations, retourner la table, parce qu'on ne peut pas indéfiniment voir une négociation s'opérer entre 4 grands négociateurs, grands distributeurs, qui se livrent la guerre du premier de la classe en permanence, du premier en part de marché, qui mènent la vie dure à 12 000 industriels, dont 10% sont en grande difficulté financière aujourd'hui, qui ensuite se retournent vers nous, producteurs, pour dire « voilà ce qu'on peut seulement vous donner ». Quand dans la loi Hamon, la loi consommation qui a succédé à la LME, nous avons réussi à faire réintroduire les conditions générales de vente, il s'agissait surtout de dire que nos industriels, privés ou coopératifs, lorsqu'ils allaient devant les grands distributeurs, pouvaient amener des conditions générales de vente. J'ai produit telle denrée, j'ai tel achat de matières premières, j'ai rajouté de la transformation, de l'emballage, de la main-d'œuvre, des normes sanitaires, de la traçabilité. Je le vends à temps pour équilibrer mes comptes et pour garder un pourcentage de bénéfices, y compris pour faire de la recherche-innovation. Ça, c'est juste normal, si je peux me permettre. Eh bien, nous voulons, nous, la même chose. Quand, en tant qu'agriculteurs, on a des coûts de production qui deviennent quand même incompressibles dans nos exploitations, quand on voit aujourd'hui l'élévation d'un certain nombre de charges, de services notamment, quand on a vu, ce n'est pas le cas aujourd'hui, l'élévation des coûts alimentaires pour les animaliers lorsqu'il y a eu la flambée des céréales et qu'on ne pouvait pas répercuter, ce n'est pas normal que l'on nous dise « peu importe, c'est tel prix que vous allez avoir ». Donc, renverser la table, c'est dire « on repart des producteurs ». Avant la négociation industrielle GMS, on repart des producteurs et on dit « voilà, on intègre des éléments de référence sur les coûts de production des agriculteurs dans les coûts que les industriels iront porter et négocier vis-à-vis de la grande distribution. » Eh bien, je peux vous dire que c'est une révolution culturelle à laquelle les grands distributeurs ne sont pas prêts, ni non plus bon nombre d'industriels. Mais nous qui sommes aujourd'hui, comme vous l'avez montré, avec les courbes très explicites, en situation de constater que tous les cours sont tirés vers le bas, nous savons qu'il y a aujourd'hui, grosso modo, 10 à 15% des producteurs de porc qui ne passeront pas le cap. Nous savons aussi qu'un certain nombre de producteurs de lait, si l'année 2016 est si dure, auront bien du mal à rester producteurs de lait et que nous allons ainsi assister, impuissants, à un déménagement d'un certain nombre d'exploitations. Et puis, les prix ne se négocient pas au même endroit, mais j'ai à l'esprit aussi la situation des producteurs de céréales, dont 30% aujourd'hui en France, Dixit, la GPB, Philippe Pinta, sont en situation d'équilibre juste ou de situation négative, et certains depuis plusieurs années. On a aujourd'hui en France un appauvrissement généralisé de la filière amont, de la filière production. C'est gravissime, jamais nous n'avons eu un tel danger de perte d'exploitation. Et aujourd'hui, un certain nombre de décideurs politiques commencent à la mesurer. Je disais à la secrétaire générale de la préfecture tout à l'heure, en regardant les visuels, que Manuel Valls est à l'écoute aujourd'hui de cette difficulté et a envie de changer les choses. Malheureusement, il a une situation économique compliquée, une situation de sécurité compliquée. Il a aussi des couacs permanents entre ses ministres qui sont compliqués à gérer aussi, et une vraie difficulté à avoir une affirmation politique franche de ce qu'on veut pour l'agriculture française. Eh bien, nous, c'est ce que nous voulons voir porter aujourd'hui. Quelle est la vision pour l'agriculture française? Il y a le début d'une campagne électorale. Il y a un foisonnement de candidats partout. La primaire va être riche en candidats. On voit s'esquisser certaines candidatures ailleurs. Eh bien, nous allons les aborder un par un. D'abord, nous les inviterons tous lors de notre prochain congrès à Brest, comme nous l'avions fait à Montpellier, pour leur dire voilà quelle est l'offre de production agricole, voilà quelle est l'offre ambitieuse et stratégique pour l'agriculture que nous voulons. Quel est, vous, votre projet? Quelles sont vos propositions? Alors, nous allons bien sûr avoir le bon tempo pour influencer la construction de leur programme, parce que ce que nous lisons aujourd'hui sur leur site ne fait pas une grande place à l'agriculture de production, à l'agriculture à vocation économique, tant pour la satisfaction des débouchés intérieurs alimentaires et non alimentaires que pour l'exportation sur des débouchés alimentaires et non alimentaires. Aujourd'hui, l'agriculture a été trop réduite à un sujet de société et insuffisamment à un grand secteur économique que nous voulons être. Quand même, 14% des emplois français, 262 milliards de production, 12 milliards d'euros d'excédent dans la balance commerciale, 10 cette année, ça pèse et ça mérite considération, mais c'est à nous et c'est à vous d'aller le porter. Alors, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, je voudrais aussi
dire que nous portons aujourd'hui aussi un regard très attentif sur le sujet européen. L'Europe a été le cadre de stabilité. L'Europe est en panne, elle est malade. Elle est en panne de projet, elle est en panne de leader. Le couple franco-allemand qui a été le moteur et le leader, le cœur de la construction européenne, ne fonctionne plus. Et le cadre de stabilité dont nous avons bénéficié, et parfois nous sommes un peu ingrats quand nous critiquons l'Europe, parce que nous savons ce que nous devons à l'Europe. La France est trop petite dans le concert international. L'Europe est la bonne taille quand on voit des grands pays ou des grands continents qui s'organisent aujourd'hui. Mais il faut que l'Europe retrouve un vrai cap, un cap politique, et ce n'est pas les débats sur le Brexit qui vont nous rassurer en ce moment, ni non plus le débat sur les migrants, ni non plus le débat sur la dette et sur le respect des indicateurs. Nous voulons, nous, une Europe plus forte, plus structurée, et des leaders politiques qui osent afficher un certain nombre de choses. Et pas des leaders qui sont européens quand ça les arrange et qui demandent pour faire plaisir un référendum à des chercheurs de voix ou à des gens qui sont en attente d'autre chose. Affirmer notre conviction européenne, c'est dire que nous comptons sur la politique agricole européenne, parce que la France a renoncé à sa politique parce qu'il y avait de la politique européenne et que nous ne retrouverons jamais l'équivalent du budget européen dans le budget national. La régulation que faisait la politique agricole commune, nous l'avons remplacée par des régulations professionnelles, confèrent les interprofessions, confère Sophie Protéol, mais ça ne suffira pas quand on voit aujourd'hui la récurrence et la violence des amplitudes de variation de prix que nous connaissons. Donc oui, nous voulons aussi sur ce sujet, vis-à-vis des candidats à la présidentielle, mais aussi vis-à-vis de nos députés européens, affirmer un certain nombre de choses. Tout comme nous avons communiqué très fortement pour dénoncer la confidentialité qui entoure les accords internationaux autour du TTIP et du TAFTA, et où l'agriculture qui arrivera en dernière phase de négociation pourrait bien être la monnaie d'échange après l'aéronautique, la chimie, la santé. L'agriculture a des choses à défendre. Partout, il est dit que les consommateurs français sont attachés à l'origine, à la traçabilité, à des modes d'élevage, à des poules avec des plumes et non des poules sans plumes comme les imaginent aujourd'hui les Américains pour aller plus vite pour les mettre au four. Je ne vous raconte pas d'histoire, c'est en projet, c'est dans les labos. À des chaînes de transformation où il y a zéro règle sanitaire, mais où il y a le bain de Javel à la sortie pour avoir la norme sanitaire qui convient, ou à des Américains qui veulent reprendre nos champagnes, nos châteaux pour copier nos indications géographiques de provenance, qui sont une façon de réguler les marchés. Donc nous avons exprimé de façon très ferme notre refus de ces discussions-là. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui que la viande bovine a été sortie de la discussion avec le Mercosur, bravo la FNB et bravo la ténacité des JA et de la FNSEA sur ces sujets, parce que c'est parce que nous avons protesté beaucoup qu'enfin ces décisions-là sont prises. Et là, je salue le courage du ministre Mathieu Fekl, qui lui ose dire que l'agriculture ne peut pas être jointe à l'ensemble des autres secteurs d'activité. Enfin, dire que sur bon nombre de ces sujets, l'agriculture est aujourd'hui attendue, mais l'agriculture est triste. Les agriculteurs ont mal au cœur, se sentent sous-considérés. Les agriculteurs ont besoin d'interlocuteurs à la hauteur et ont besoin d'être écoutés. Je veux dire aussi quand même que si nous vivons un bazar monumental sur la PAC, avec tout ce que vous avez cité, SIE, SNA, etc., qui nous pose problème aujourd'hui, l'impossibilité de connaître les montants qui seront nos aides finales, l'impossibilité de connaître précisément les dates auxquelles nous serons payés, même si le président de la République a fait un effort de communication récemment, nous avons tellement eu de déceptions que nous avons du mal à y croire. Eh bien, nous, les agriculteurs vivent ceci très mal. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'aller quémander quelque chose qui a été décidé pour nous, sans nous, mais parce qu'il y a un choix de prix accessible, il y a ces soutiens-là. Donc c'est un dû et nous ne voulons pas être le banquier de l'État qui est en difficulté aujourd'hui. Les agriculteurs aussi sont en difficulté et cet argent, il doit revenir très vite sur nos comptes en banque. Alors, pour terminer, et parce que c'est le 70e anniversaire, je voudrais citer des valeurs fortes de notre syndicalisme. Bon, je vais faire, je te le promets Régis, une conclusion à très grande vitesse, une conclusion TGV, mais je voudrais conclure autour de 5 V. 5 V, retenez bien. Le premier V, c'est le V de valeur. Dans le syndicalisme, historiquement, nous avons des valeurs. Solidarité, mutualisme, entraide, écoute. On l'a vu tout au long du film, on l'a vu encore tout à l'heure. Ces valeurs-là, elles nous caractérisent, elles sont notre ADN, elles nous sont enviées par d'autres.
Et quand on voit à de multiples reprises les opérations de solidarité qui ont cours quand un département connaît des difficultés, ces valeurs-là ne sont pas mortes, contrairement à ce que certains veulent dire. Il n'y a plus de solidarité en agriculture. Si, il y a encore ces valeurs-là en agriculture. Le deuxième V, c'est la vision. La vision, c'est être capable de proposer un projet à moyen long terme et de dire à la société dont nous avons besoin pour nous accompagner et aux hommes politiques ou aux femmes politiques qui vont diriger les pays demain, voilà l'agriculture que nous voulons. Cette vision, nous allons la mettre à plat autour de la compétitivité, des stratégies de filière, de la recherche, de l'innovation, de politiques ambitieuses pour les territoires et la ruralité, d'agriculteurs professionnels et d'un nouveau pacte écologique pragmatique pour que nous puissions répondre aux attentes multiples. Cette vision, elle est loin de la caricature et du retour en arrière que certains portent, stigmatisant les grandes fermes des 1000 vaches, alors qu'elles n'ont même pas 1000 vaches et qu'il n'y en a qu'une en France, et laissant croire qu'on va revenir en France à des modèles style Marie-Antoinette. Quand on voit ce qui se passe dans les pays tout juste à côté de chez nous, en Hongrie, avec des fermes à 400 vaches, 500 vaches, 3000 vaches, 4000 vaches, et du lait vendu à Carrefour à 330 € tonne, ça fait rêver les laitiers. C'est à nos portes. Pourrons-nous, avec des frontières ouvertes, cultiver en France un modèle aussi différent, alors que tous les autres pays font, s'avancent et font différemment? Alors moi, je ne demande pas de gigantisme, mais je dis simplement que moderniser les exploitations, regrouper les exploitations pour travailler à plusieurs, amener du mieux social, ça amènera indéniablement plus d'agriculture sociétaire, des exploitations de plus grande taille, mieux structurées, avec aussi davantage de capacité d'investissement, où on pourra renouveler et avoir de meilleures conditions de production. Cette vision-là d'une agriculture moderne et innovante, c'est celle que nous voulons porter. Le troisième V, c'est volonté. Valeur, vision, volonté. Ah, il en faut de la volonté. Quand on voit toutes les caricatures, quand on voit aussi les discours faciles de certains leaders syndicaux, démagogues, populistes, qui laissent rêver du grand soir tous les matins, mais qui font une assemblée générale nationale à 100 représentants dans une petite salle, eh bien, on se dit que certains politiques sont mal intentionnés quand même d'écouter plutôt cela que de nous écouter, nous. La volonté, c'est aussi être capable de dire aux agriculteurs des propos courageux, comme nous l'avons fait, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, notre métier change, oui, la façon de faire notre métier change, mais il faut intégrer ces changements très tôt aussi dans nos choix d'exploitation. La volonté, c'est aussi être capable, parfois, de se dire des choses difficiles entre nous parce qu'on se fait confiance, plutôt que d'attendre que des catastrophes nous tombent sur la tête parce qu'on a été insuffisamment lucide sur un certain nombre d'évolutions. La FNSEA revendique d'être un syndicat de solution, mais un syndicat de responsabilité, et c'est parce que nous avons ces qualités-là que nous pouvons afficher cette volonté. Le quatrième V, c'est la vérité. Oser dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et que l'année 2016 va être difficile. Voilà pourquoi nous avons négocié un plan d'urgence le 22 juillet, un autre au mois de septembre, après le 3 septembre, un autre en février, avec une vraie écoute auprès du Premier ministre pour renvoyer, doubler, tripler le plan Le Foll du mois de juillet parce qu'il était insuffisant. Voilà pourquoi aussi nous avons été écoutés sur la simplification des normes, avec la création d'un comité de simplification des normes présidé aujourd'hui par un préfet, un homme de terrain, un homme pragmatique, avec comme interlocuteurs les directeurs de tous les cabinets des ministères avec lesquels nous travaillons, l'agriculture, l'environnement, la santé, le travail, la formation professionnelle, et avec en face des responsables professionnels. Et non pas tout l'aéropage habituel de tous ceux qui ont des idées surtout sur nous, mais qui disent ce qu'il faut faire, alors que dans un débat normal, on échange et on construit ensemble. Dans le cas, c'était plus de la co-construction, c'était de l'injonction de faire de la part d'associations environnementales qui disaient « Voilà, messieurs, mesdames les agriculteurs, ce que vous devez faire ». Eh bien, ça, c'est fini. Ce comité, il a été installé début avril, il fonctionne. Le préfet était hier en réunion dans nos murs aussi pour rencontrer l'ensemble de nos chefs de service sur tous les sujets nombreux. Vous avez vu toutes les étiquettes qu'a montré le bon chanteur de tout à l'heure. Eh bien, c'est sur tous ces sujets environnementaux que nous allons travailler. Et enfin, le dernier V, eh bien, c'est le V de la victoire. Oui, le syndicalisme agricole revendique des victoires. Et vous le savez tous au plus profond de vous-même. Sur un certain nombre d'évolutions, que ce soit sur le financement des exploitations, la modernisation, l'accompagnement technique, les aspects sociaux, l'amélioration des retraites, l'amélioration des congés maternité, paternité, la modernisation avec des plans de compétitivité négociés par la profession, une PAC qui a été réadaptée et qui a limité les dégâts par rapport à ce qui devait être fait, ce sont des victoires.
la possibilité d'avoir 10 points de moins sur les cotisations sociales pour nous mettre à niveau des autres pays européens, c'est la reconnaissance que notre combat était juste pour dire il y a des distorsions sociales entre les agriculteurs dans l'Union européenne et nous voulons nous être à égalité des autres pays européens. Mais c'est parce que nous sommes lucides et forts, parce que vous êtes nombreux à soutenir vos responsables professionnels, à les aiguillonner de temps en temps aussi, que nous avons cette capacité à proposer, à porter, c'est notre carburant. Et même si je ne vois pas vos yeux aujourd'hui, parce qu'on m'a mis juste 2 yeux extrêmement brillants, je peux vous dire que pour nous, responsables professionnels qui sillonnons la France dans tous les sens à longueur d'année, notre carburant, eh bien, c'est là que nous le puisons. Napoléon disait, je construis les stratégies de mes plans de bataille en lisant dans les rêves de mes soldats endormis. Il faut le redire. Je construis les stratégies de mes plans de bataille en lisant dans les rêves de mes soldats endormis. Eh bien, nous ne lisons pas dans les rêves de nos adhérents, nous lisons dans les regards attentifs, exigeants de nos adhérents. Et parce que nous sommes nous-mêmes agriculteurs, élus locaux, puis élus nationaux, nous savons ce à quoi aspirent les agriculteurs. Et je suis sûre que sur ces 5 V, valeurs, vision, volonté, vérité et victoire, vous êtes nombreux à partager ce credo-là. En tout cas, merci de l'avoir formidablement représenté aujourd'hui dans vos travaux d'Assemblée générale. Merci.